Bonjour, nous allons reprendre cet après-midi avec une session, vous l'aurez compris, où il ne s'agit pas, comme ce qui nous était très cher dans cette journée d'études, de regroupement géographique. Et vous allez entendre des interventions sur le Mexique, sur le Japon, sur la Chine et sur l'Égypte. Et sans tomber évidemment dans une idée de synchronisation qui ne serait pas du tout notre propos, je pense que l'idée était d'essayer de trouver des idées, des pratiques qui justement traverseraient cette période de l'entre-deux-guerres et nous permettraient a fortiori, comme l'a souligné Zahia Rahmani ce matin, de jeter des ponts aussi avec les situations politiques et culturelles à l'heure actuelle. Alors nous allons d'abord écouter Cécile Lally. Cécile est docteure en histoire de l'art de l'Université Paris-Sorbonne. Depuis la maîtrise, elle s'est spécialisée dans l'histoire de la photographie japonaise. Après un mémoire sur le travail de Yanagi Miura, puis un sur le travail de Hosoe Eko, deux photographes contemporains, elle a réalisé une thèse qui porte sur la revue Koga, une revue photographique japonaise de la première moitié du XXe siècle. Après sa thèse, elle a également travaillé sur la photographie de l'architecture japonaise dans le cadre d'un projet de dictionnaire des photographes d'architecture mené par Gérard Monnier et qui, si je le comprends bien, est toujours en cours. Et elle a habité plusieurs années au Japon et continue de faire des allers-retours entre la France et le Japon. Et cet après-midi, elle va s'exprimer sur la photographie et les revues dans le Japon des années 1930. Bonjour, tout d'abord, merci de m'avoir invité à parler. Ça fonctionne le micro? Oui. Oui, ça y est? Oui, ça y est. Donc oui, je dis merci de m'avoir invité à parler aujourd'hui parce que c'est vrai que pour pouvoir présenter des recherches sur le Japon en histoire de l'art, c'est souvent un petit peu difficile. Pourtant, l'histoire de la photographie japonaise moderne donc, est évidemment très intéressante, et notamment d'un point de vue art et mondialisation que je mettrai entre guillemets, puisqu'on a dit ce matin que c'était par défaut que ce nom avait été choisi. Car la photo est un médium à travers lequel on sent un vrai déséquilibre identitaire Japon-Occident. Et pour comprendre l'origine de ce déséquilibre identitaire, donc, il faut se tourner vers les relations Occident-Japon depuis le XVIe siècle. Alors, je vais faire un très bref résumé. Donc, au milieu du XVIe siècle, les missionnaires sont aussi allés au Japon pour prêcher la bonne parole au Japon. Ils ont commencé à convertir des Japonais. Au départ, ça a bien marché, en tout cas pendant quelques décennies. Et puis, le Japon avait une situation politique un peu déséquilibrée. Donc, au début du XVIIe siècle, le catholicisme a été strictement interdit. Les catholiques ont été expulsés. Certains ont même été décapités quand ils ne sont pas partis assez vite. Les convertis japonais qui étaient récalcitrants à abandonner donc, ont été torturés, parfois tués. Donc ça a été très violent, il y a eu un rejet clair, et donc le Japon a décidé de se replier sur soi, et donc pendant 200 ans, les étrangers, à part quelques Hollandais, étaient persona non grata sur le territoire japonais, jusqu'au milieu du XIXe siècle, quand les Occidentaux ont forcé le Japon à rouvrir ses portes dans un but commercial. C'est à ce moment-là que la photographie a été importée, donc au milieu du XIXe siècle. D'un côté, donc, cette réouverture s'est faite à cause d'un rapport de force déséquilibré. Les Américains sont d'abord venus seuls, et puis comme ça ne marchait pas, ils sont revenus avec plusieurs bateaux européens pour pouvoir forcer la main aux Japonais. Donc le rapport de force était clair, il était aussi déséquilibré côté Japon. Néanmoins, même s'il y avait un déséquilibre, les Japonais ont réussi à garder un minimum de contrôle, si bien que la présence occidentale était tolérée, mais elle était encadrée. Donc ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, le Japon s'est demandé comment faire pour rétablir ce rapport de force, et ils ont décidé de se mettre à niveau des Occidentaux. Donc ils ont étudié tout ce qui est sciences, art, culture occidentale. Il y a donc eu une importation massive à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et cette importation massive d'une culture occidentale a été reçue de façon différente par les intellectuels.
D'un côté, donc, il y a eu des gens qui ont tout simplement ignoré ou les notions de déni aussi. Certains ont, comme le gouvernement, considéré qu'il fallait effectivement une mise à jour, et puis d'autres encore ont été tout à fait enthousiastes devant une culture nouvelle, fraîche, fraîche pour eux bien sûr, urbaine, moderne. Et donc, il y a eu un véritable déséquilibre qui s'est surtout fait sentir au niveau de la littérature, de la peinture et des arts qui existaient déjà, comme l'architecture aussi, au Japon avant l'import occidental. Par contre, pour la photographie, c'était un médium neuf qui a été donc importé, qui n'avait pas d'histoire au Japon, mais qui n'avait pas non plus d'histoire en Occident, puisque c'était à peine une décennie pratiquement entre le moment de l'invention en Occident et le moment de son importation au Japon. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément donc, de l'extrême fin des années 20 et des années 30, début des années 30. C'est-à-dire la période qui correspond à l'avènement de la Shinko Shashin, ou nouvelle photographie si on traduit littéralement. La Shinko Shashin, c'est un mouvement qui est assez court, qui a duré quelques années entre la deuxième moitié des années 20 et la première moitié des années 30. Il y a eu plusieurs magazines photos qui ont été publiés pendant cette période, et il y a également eu 2 revues donc, qui sont ici à l'écran, où vous avez à gauche Shinko Shashin Kenkyu, ce qui signifie étude de la nouvelle photographie, qui a été publiée donc entre 1930 et 1931, et ensuite Koga, qui signifie image de lumière, qui a été publiée entre 32 et 33. Une des personnes qui est leader des premiers développements de ce mouvement Shinko Shashin est Kimura Senichi. En mars 1924, donc, il crée d'abord un magazine qui s'appelle Photo Times. Ce magazine était destiné principalement aux photographes publicitaires et professionnels, et ce fut une des premières vitrines de la photographie moderne étrangère, donc à savoir occidentale. Kimura Senichi fut l'éditeur en chef de ce magazine jusqu'en 1933. En mars 1929, sous la direction donc, de Kimura Senichi, Photo Times se dote d'une colonne titrée « Section de photographie moderne ». Et donc dans cette colonne, il y a principalement des photographes occidentaux qui sont présentés, avec en vedette Moholy-Nagy, Renger-Patch et Man Ray. Et dans cette colonne, donc, on s'intéresse plus particulièrement au Bauhaus, à l'objectivité allemande et aussi un petit peu au constructivisme russe. Le fait qu'il y ait cette colonne dans ce magazine, ça en fait un des bastions de la photographie moderne au départ. Et en fait, cette colonne permet aux photographes japonais de découvrir les dernières tendances de la photographie en Occident. Et on sent, en fait, par la création de cette section de photographie moderne où on ne présente que les Occidentaux, déjà une question identitaire ou un décalage qui est insidieux, qui n'est pas véritablement posé noir sur blanc, mais donc avec ce modèle toujours de l'Occident. Photo Times ne suffisait pas à Kimura Senichi parce que c'était, comme je le disais, un magazine qui était destiné aux photographes professionnels et publicitaires. Il voulait aller au-delà de la simple présentation technique, des trucs et astuces, de ce que font les autres. Donc il voulait avoir un espace qui lui permette d'avoir une véritable réflexion sur ce que c'est que la photographie japonaise moderne et pouvoir développer ses propres expérimentations. Donc, au mois de mai 1930, il fonde d'abord la société de recherche sur la nouvelle photographie Shinko Shashin Kenkyukai. Et pour cela, il s'entoure des photographes avec qui il travaille déjà dans Photo Times, en fait. Il ne va pas faire de grandes recherches ou essayer de rencontrer des personnes extérieures. Et à partir de leur étude des nouvelles tendances qu'ils ont faites, donc de la photographie étrangère via Photo Times, ils vont dans Shinko Shashin Kenkyu et Shinko Shashin Kenkyukai surtout, et développer un travail personnel indépendant. Donc leur but, c'est d'observer un sujet avec un œil scientifique, de mettre en avant la mécanique de l'appareil et la chimie photosensible des matériaux. Donc ça, ce sont 2 buts d'un point de vue de la photographie moderne, qui sont d'une part communs à tous les photographes au Japon, mais aussi communs aux photographes occidentaux. La photographie moderne vient s'opposer au pictorialisme.
Par contre, dans Shinko Shashin Kenkyu, les photographes s'intéressent également... Dans Shinko Shashin Kenkyu, donc les photographes s'intéressent également à la sociologie de la photographie. Et ça, par contre, à un niveau national, il va y avoir une différence, puisque les photographes du Kanto, donc la zone Tokyo, vont beaucoup s'intéresser à la sociologie de la photographie. Par contre, dans le Kansai, la zone Osaka, les photographes vont plutôt s'intéresser à tout ce qui est développement artistique et expression personnelle, plus qu'à la sociologie en elle-même. Donc le rendu de leur activité prend la forme d'organisation d'expositions d'une part et la création d'une revue qui avait pour titre le nom du groupe, Shinko Shashin Kenkyu, que j'ai traduit par étude de la nouvelle photographie. Donc leur première exposition est concomitante de la publication du premier numéro, puisque la première exposition a lieu entre le 15 et le 19 novembre 1930, et le premier numéro sort en novembre 1930. Donc il y a une véritable discussion entre ce qui est publié dans la revue et ce qui est montré dans l'exposition. Et dans l'exposition, il y avait 51 photos avec, comme toujours, des photogrammes, des photomontages, des expérimentations photographiques. La revue, elle, faisait 16 pages, donc c'est une revue qui est assez courte. Et on voit au niveau du développement aussi de l'impression que les textes sont séparés des photographies. Donc il y a 12 pages de texte, 4 pages de photographie. Et par contre, il va y avoir une évolution graduellement au fur et à mesure des numéros, avec plus de place pour le texte, moins de place pour le texte et plus de place pour les photos. Pour ce qui est donc de Shinko Shashin Kenkyu, les photographes qui sont présentés, tout comme dans les expositions, bien sûr, ce sont des photographes japonais. Les textes sont d'auteurs japonais et donc il y a une véritable réflexion autour de qu'est-ce que c'est que la photographie japonaise. Bien sûr, donc, il présente les préoccupations de la revue, à savoir définir la Shinko Shashin, mais d'un point de vue japonais. Donc on est dans une espèce de réflexion, de volonté d'être indépendant, mais sans le poser clairement. C'est une lecture entre les lignes que je fais. Et donc, volonté de développer une réflexion indépendante. Pourtant, quand on regarde la couverture de la revue, on se rend compte qu'il y a un bémol sur leur volonté d'indépendance, puisque finalement, ils ont repris exactement le même design qu'une revue allemande, Das Neue Frankfurt. Et la seule petite différence qu'on pourrait imaginer, donc, c'est l'emplacement de la date, qui est à gauche d'un côté et à droite de l'autre. Mais en fait, ça, c'est dû au sens de lecture, puisque un livre japonais se lit dans l'autre sens. Donc, au final, ils ont repris la même chose. Et on pourrait même noter jusque dans le titre, donc en japonais Shinko Shashin Kenkyu, là le titre se lit de gauche à droite. Et dans les années 1930, normalement, la plupart du temps, quand on lisait à l'horizontale, c'était pas fixé encore officiellement, mais c'était plutôt de droite à gauche. Donc ils ont même été jusqu'à reprendre le sens de lecture ou d'écriture du titre de gauche à droite, comme à l'occidental. Donc là, gros bémol sur la volonté d'indépendance, et je pense qu'en fait, ils ne se rendent pas compte. J'ai pas trouvé de texte qui parle de cette couverture, qui soit critiquée par les Japonais eux-mêmes, et donc je pense que, voilà, en fait, oui, c'est ça, ils ne se rendent pas compte à la fois ils veulent être indépendants, et tout en même temps, inconsciemment, ils reproduisent la même chose. Donc entre l'automne 31 et le printemps 1932, Kimura Senichi voyage plusieurs mois en Europe et aux États-Unis pour son travail d'éditeur en chef de Photo Times. Il visite Paris, Berlin, Vienne, Londres et New York. Et ce voyage avait pour but de rencontrer donc les grands noms de la photographie occidentale pour pouvoir leur acheter des photos, pour pouvoir ensuite les publier dans le magazine dont il est rédacteur en chef. Il aurait ramené un peu plus de 300 photos de son voyage. Et donc il rencontre bien sûr de nombreuses personnes. Donc là, vous avez 2 photographies qui ont été réalisées à Paris en 1931, où sur l'une d'entre elles, Kimura est représenté avec Man Ray et Lee Miller, et puis le portrait de Kimura seul, en train de fumer, ce serait donc Alban qui l'a fait. Donc ce voyage dure plusieurs mois, et comme Kimura était le leader de la société de recherche et le leader également de la revue Shinko Shashin Kenkyu, avec son absence, la dynamique retombe comme un soufflet et au final tout s'arrête, si bien que la revue Shinko Shashin Kenkyu, qui était trimestrielle,
n'aura finalement eu que 3 numéros, avec un premier numéro donc en novembre 1930, un deuxième en janvier 31. Donc là, on a bien les 3 mois qui sont respectés. Et déjà pour le 3e numéro, on sent qu'il y avait de toute façon un ralentissement, puisqu'il ne sort qu'en juillet 31. Et donc quelques mois après, Kimura s'en va et pouf, il ne se passe plus rien. 1931, donc, c'est une année qui est riche en événements pour la photographie japonaise, et notamment grâce à une exposition majeure pour les développements futurs de la photographie moderne. Cette exposition, c'est l'exposition internationale itinérante de photographie allemande. Et donc cette exposition, elle est organisée en avril 31 à Tokyo et en juillet 31 à Osaka, dans les bâtiments de la compagnie Asahi Shimbun, qui a sponsorisé donc son voyage depuis l'Allemagne. C'est une version qui est modifiée de l'exposition Film Une Photo qui avait eu lieu à Stuttgart en 1929. Et les photographies montrées durant cette exposition, en fait, sont les mêmes que dans le magazine Photo Times, à savoir donc Man Ray, Molinast, etc., avec le Baharos, les photogrammes, les photomontages, voilà. Donc on tourne toujours autour du même pôle. Néanmoins, pour les photographes japonais, donc c'était la première fois qu'ils pouvaient voir des œuvres réelles, physiques, avec une matérialité physique devant eux, puisque jusqu'à présent, ils ne voyaient que des reproductions dans les magazines, et ces reproductions étaient de plus ou moins bonne qualité en fonction de comment ils avaient pu récupérer la photo, de comment ils pouvaient ensuite l'imprimer. Si bien que ça a été une révolution, et je pense que c'est en partie pour ça que Kimura Senichi a décidé de partir donc en Europe et aux États-Unis, et que que par conséquent donc Shinko Shashin Kenkyu s'est arrêté. Un autre photographe a été voir cette exposition. Il s'agit de Nojima Yasuzo. Et donc, en plus d'être photographe, Nojima est également collectionneur, mécène et galeriste. Alors, au niveau de sa galerie, plus que la photographie, il s'intéresse beaucoup au mingei et à la poterie, en fait, principalement. Donc, c'est un lettré qui a vraiment beaucoup de centres d'intérêt, qui a un réseau artistique très, très développé. Et donc, il est totalement enthousiasmé par cette exposition de photographie allemande, et il sent le besoin de créer une revue qui lui permettrait lui aussi de réfléchir à qu'est-ce que c'est que la photographie japonaise moderne. Shinko Shashin Kenkyu s'est arrêté. Il se rend compte que c'était une revue qui avait à peine 16 pages, qui n'a fait que 3 numéros. Kimura s'était entouré uniquement des photographes qu'il connaissait dans Photo Times. Lui veut voir beaucoup plus grand. Donc Nojima décide de créer une revue qui sera mensuelle, qu'il veut élitiste, avec les meilleurs photographes japonais, et qu'ils soient ses amis ou des inconnus pour l'instant. Et donc ce qu'il veut, c'est pouvoir publier des œuvres ou des textes critiques qui pourraient définir la photographie moderne, donc d'un point de vue national. Donc cette revue était créée aussi dans un but de pouvoir rivaliser avec les almanachs de photographie occidentaux qui sont publiés depuis peu, comme par exemple Photographie, qui est publié par Art et Métiers Graphiques depuis 1930 à Paris. Et dans cette optique, vu qu'il y a une volonté de rivaliser avec l'Occident, Nojima planifie d'envoyer cette revue. Donc c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Il envoie un exemplaire à la SFP, la Société Française de Photographie, à Paris en 1932 ou 33, il envoie. Et en fait, dans le bulletin de la SFP, on voit juste une petite annotation disant que on a reçu une revue japonaise, il y a des photos magnifiques, c'est génial. Par contre, les textes sont en japonais, on ne comprend rien. Donc, voilà, ça s'arrête là. Et puis, on ne parle plus de Koga dans le bulletin de la SFP. Donc, on voit que autant au Japon, il y a toujours ce regard vers l'étranger, autant quand ils essayent de tendre la main, ça fait un flop. Et en tout cas, côté français, il n'y a pas d'effort de fait. En moyenne, chaque numéro de Koga fait une 60aine de pages, et avec une dizaine de photographies que vous pouvez reproduire. Là, c'est la première photographie du premier numéro du premier volume, où c'est pas de la pleine page, mais en tout cas, c'est reproduit en gros sur la page, avec une qualité papier spéciale pour donner vraiment une bonne qualité à la photo. Et donc ensuite, il y a
en moyenne une 50aine de pages de texte. Alors même si c'est une revue, dans la mesure où elle était financée uniquement grâce au mécénat de Nojima, c'était un peu difficile. Donc en début et en fin de revue, on a quand même un petit peu de publicité pour pouvoir aider au financement. Pour le premier volume, on voit qu'il y a un design sur la couverture qui, cette fois-ci, lui, est indépendant, qui est nouveau. Par contre, quand on passe au volume 2, donc en 1933, là, à nouveau, la tentation de l'Occident devient trop forte. Et on se retrouve cette fois-ci avec une plus ou moins copie de la couverture de Deform, qui est une autre revue de photographie allemande. Donc pour pouvoir créer cette revue également, Nojima s'est entouré de 2 photographes qui sont plus ou moins en début de carrière au Japon à ce moment-là. On a d'abord Nakayama Iwata qui était sur le devant de la scène, notamment parce qu'en 1931 il a gagné le premier prix du concours de la première exposition de photographie du Japon, même si elle porte le nom d'exposition internationale. Et d'autre part, il est présenté dans les magazines comme le photographe qui revient de l'étranger et notamment de France, puisqu'il a habité 1 an en France entre 1926 et 1927. Alors on parle moins de son séjour aux États-Unis parce que c'est surtout lui qui veut mettre l'accent sur sa présence en France, qu'il considère comme la modernité artistique, alors que pour lui les États-Unis c'était la modernité urbaine et que donc ça ne l'intéressait pas trop par rapport à sa pratique, alors qu'aux États-Unis il est resté 8 ans. Et donc il est rentré peu de temps avant Koga au Japon, et donc il met en avant ce séjour à l'étranger, puisque à l'époque le fait de rentrer d'un séjour de l'étranger ça donne une certaine aura, une certaine prestance, et donc il essaye de jouer sur cette vague. L'autre point qui est intéressant certainement pour Nojima en prenant Nakayama, c'est que Nakayama lui est installé dans le Kansai et qu'il s'intéresse donc à une photographie plus artistique. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a 2 pôles, Kansai, Kanto. L'autre photographe à qui Nojima fait appel, c'est Kimura, qui était sur le devant de la scène lui aussi depuis 1931, avec des instantanés d'enfants. Des instantanés d'enfants qui jouent dans les rues des quartiers pauvres et qu'il avait réalisé pour une campagne de pub pour les savons Kao. Donc Nakayama et Kimura sont 2 photographes très opposés, au profil très différent, et ça fait de Koga une revue qui est vraiment un laboratoire expérimental, là où, entre guillemets, les photographes japonais peuvent dialoguer et sont obligés de dialoguer, vu les divergences, bien sûr, de style et d'opinion des 2. Donc, ce qui fait que Koga, donc, en fait, a duré 1 an et demi, 18 numéros ont été publiés. Dans ces 2 revues, donc Shinko Shashin Kenkyu et dans Koga, on sent une rivalité donc entre les photographes japonais à un niveau national. Par exemple, dans le 3e numéro de Koga, Nakayama n'hésita pas à critiquer les revues à 3 numéros. Donc, même s'il ne le dit pas de façon franche, et c'est toujours le cas au Japon, les choses ne sont pas dites franchement, mais en attendant, on comprend très clairement qu'il parle de Shinko Shashin Kenkyu. Il y a donc un dialogue ou des critiques qui se font entre eux. De même, Nojima pour Koga veut faire appel à Horino Masao, qui est un photographe de Shinko Shashin Kenkyu, mais en fait Horino Masao refuse en disant que oh non, moi depuis je fais autre chose, ça fait longtemps ce que j'ai fait, alors qu'en fait on est à 6 mois d'écart, donc évidemment c'est une excuse juste pour ne pas participer au départ à Koga, qui est une revue concurrente. Donc à un niveau national, on voit qu'il y a des relations qui sont normales de débat, de divergence et de rivalité. Donc une situation que je qualifierais de saine, on va dire, pour pouvoir évoluer chacun à travers ses propres idées et avoir une évolution des pensées de chacun. Par contre, là où il y a un vrai déséquilibre identitaire, c'est dans le rapport des Japonais à la photographie étrangère et à la tentation permanente de chercher une justification ou une approbation des Occidentaux. La référence occidentale est omniprésente, donc j'ai donné l'exemple des couvertures, où on reprend le modèle des couvertures étrangères, même quand on a soi-même un design original. Mais en fait, c'est aussi le cas dans le texte manifeste de la photographie, de la Shinko Shashin, qui est publié dans Koga,
où là l'auteur, dans son texte, a à peu près 50% de citations, et ces citations sont à 100% occidentales, principalement allemandes. Et donc cet auteur va tout au fil des numéros de Koga toujours faire référence à la photographie étrangère, si bien que les photographes vont lui reprocher en disant « Écoute, Koga a été créé pour parler de la photographie japonaise, on est là pour se présenter nous, on est là pour réfléchir à ce qu'on fait nous, et toi tu ne parles que des étrangers, ça ne va pas. » Donc il va se forcer à nouveau à parler des Japonais, puisque on lui fait remarquer. Donc en conclusion, je dirais que lorsque les photographes et les critiques japonais des années 30 écrivent sur la photographie ou l'histoire de la photographie en général, ils s'incluent toujours dans une histoire internationale. Et comme nous l'avons vu, donc, ils voyagent, ils rencontrent des Occidentaux reconnus, ils envoient leurs travaux en Occident, que ce soit donc par des textes ou par des photos. On a des preuves de ces tentatives d'échange. Par contre, les Occidentaux, eux, ont ignoré les Japonais. Et donc j'ai montré plutôt des photographies de Kimura Sanichi avec Man Ray ou photos prises par Alban, etc. Donc Nakayama, quand il a habité à Paris, lui aussi a rencontré Man Ray à plusieurs reprises. On sait aussi, il lui a même acheté des clichés qu'il a ensuite exposés au Japon. Et il a aussi rencontré Kiki, qui était la compagne de Man Ray. Donc là, on a par exemple une photographie que Nakayama a faite de Kiki avec Fujita. Et en fait, quand on lit les textes de Man Ray ou de Kiki, alors je pense ne pas avoir tout lu, mais néanmoins, dans tout ce que j'ai lu, je n'ai trouvé aucune mention soit de Kimura, soit de Nakayama. C'est donc qu'effectivement, on voit qu'il y a un déséquilibre et que, a priori, donc, les Japonais sont considérés comme de peu d'importance pour les photographes, puisque je me borne pour l'instant à la photographie, ou en tout cas sont des personnes qui ne sont pas au centre de leur intérêt, avec tout ce que peut vouloir signifier le mot centre ici. Merci. Merci beaucoup, Cécile Lally. Alors, nous avons décidé de regrouper les questions et les commentaires à la fin de la session, que je vais co-modérer en fait avec Morad Montazami. Mais je vous dis tout de suite, il y a une notion qui m'a particulièrement intriguée dans votre communication, sur laquelle on pourra peut-être revenir plus tard, c'est celle de déséquilibre identitaire. J'ai compris ce que vous vouliez dire parfois en pratique, mais on pourra peut-être revenir sur ces termes, essayer de les déployer un petit peu différemment, revenir là-dessus. Alors notre deuxième intervenante cet après-midi est Isabelle Pouzet. Isabelle Pouzet va intervenir à propos de 2 revues estudiantines mexicaines, Barandal et Taller Poético, dont je suis sûre que j'ai raté la prononciation. Isabelle Pouzet est maître de conférences à l'Université du Littoral Côte d'Opale, sur le site de Boulogne-sur-Mer. Agrégée d'espagnol, elle a auparavant enseigné en lycée et en classe préparatoire. Spécialiste de littérature latino-américaine, ses recherches portent sur les manuscrits d'écrivains latino-américains et plus particulièrement mexicains de la première moitié du XXe siècle. Elle s'intéresse aussi aux revues culturelles mexicaines de la même époque. Bien, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très honorée d'être ici et de parler donc de 2 revues estudiantines mexicaines. Alors, lorsque l'on pense aux revues culturelles mexicaines des années 30 et des années 40, c'est surtout à la revue Taller à laquelle on pense. Donc Taller, c'est la revue qui a permis à Octavio Paz donc de se faire connaître et de faire connaître ses écrits, puisqu'il en a été l'un des fondateurs. Cependant, on oublie souvent, quand on parle donc des revues mexicaines de cette époque-là, que Taller a été précédée par plusieurs autres revues, alors moins importantes, mais qui ont préparé quelque part, qui ont préparé le terrain à cette revue. Et donc ces revues-là sont Barandal, donc qui a été publiée de 1931 à 1932, Cuadernos del Valle de México de 1933 à 1934 et Taller Poético donc de 1936 à 1938. Donc ces revues me semblent intéressantes parce qu'elles témoignent des hésitations, des doutes ainsi que des réflexions d'une jeune génération d'auteurs
qui sont intéressés à la fois par les mouvements d'avant-garde européens, mais aussi latino-américains, mais qui, comme on va le voir, restent un peu sous la coupe de leurs modèles mexicains, qui sont les poètes du groupe Contemporáneos. Donc c'était un groupe de poètes qui a fondé une revue donc à la fin des années 20 et qui a eu beaucoup d'importance chez ces auteurs-là. Et on va voir qu'ils ont eu toutes les difficultés finalement à se détacher de leur influence. Alors la revue Barandal, apparue d'août 1931 à mars 1932, elle compte 7 numéros ainsi que 4 suppléments qui accompagnent les 4 derniers numéros. Alors ces fondateurs sont des étudiants qui se trouvent à l'époque en 2e année d'études à la Escuela Nacional Preparatoria, donc qui est l'équivalent du lycée au Mexique, des deux dernières années du lycée au Mexique, qui se trouve dans le centre historique de Mexico, dans l'ancien Colegio de San Ildefonso. Alors ce sont de jeunes gens, ils ont 17 ans, 18 ans. Il s'agit de Rafael López Malo, Arnulfo Martínez Lavalle, Salvador Toscano et le plus connu Octavio Paz Lozano. Donc, ceux qui se sont fait connaître pour leurs écrits sont évidemment Salvador Toscano et Octavio Paz Lozano. Les autres ont choisi d'autres carrières. Alors, il s'agit d'une revue très modeste, dont la diffusion se limite au couloir de la Escuela Preparatoria ou encore à l'Université nationale autonome du Mexique et peut-être a été vendue aussi dans quelques librairies du centre-ville. Cependant, elle crée, cette revue cause beaucoup d'effervescence parmi les étudiants de la Escuela, puisque tous les autres étudiants sont pleins d'admiration pour ces jeunes gens qui osent créer leur propre revue. Alors, la présence des mouvements littéraires d'avant-garde est palpable dans Barandal. Dès le premier numéro, le ton est donné puisque, en 1931, ils intègrent un texte de Marinetti, Estética de los avisos luminosos. Donc, cela semble un peu étrange puisqu'en 1931, le futurisme est déjà bien connu en Amérique latine et au Mexique, il apparaissait dans des revues comme Revista de Revistas, Zigzag, qui, à partir des années 20, sont publiées. Donc, insérer un texte fondateur du futurisme dans le premier numéro, 10 ans après que ce mouvement se fut fait connaître au Mexique, donne finalement la tonalité un peu de la revue qui cherche à se forger une identité à travers ces mouvements d'avant-garde. Excepté 2 poèmes en langue étrangère que propose la revue, donc oui je précise, c'est une revue essentiellement littéraire qui va intégrer donc, des textes en prose poétique, des petits extraits de romans inédits ou des poèmes, ainsi que des comptes rendus d'ouvrages. Donc les poèmes qui sont publiés dans Barandal sont les poèmes internationaux, d'auteurs internationaux. Il y en a un de Paul Valéry et un d'Hilda Kongling. Mais on va remarquer que dans cette revue, la plupart des auteurs qui apparaissent sont les auteurs donc, du groupe Contemporáneos. Alors, dans la première section de la revue, ces collaborateurs proposaient un article critique, un poème ou un extrait de pièce de théâtre qu'ils avaient rédigé eux-mêmes. Donc c'est aussi une manière de faire sa propre promotion. On peut imaginer qu'ils avaient beaucoup de difficultés à diffuser leurs propres écrits. Donc, créer sa revue permet de faire connaître leurs écrits. La deuxième section de la revue contenait un article d'un auteur reconnu, et donc souvent un contemporanéo. Et enfin, à la fin, il y avait souvent des comptes rendus d'ouvrages. Alors, les contemporaneos, il faut préciser, donc c'est un groupe d'intellectuels qui a eu un impact très fort sur ces jeunes gens donc, lors de leur formation. Certains d'entre eux, comme Carlos Pellicer, étaient professeurs à la Escuela Nacional Preparatoria. La revue Contemporáneos, donc, qui a commencé en 1928 et terminé donc, en 1930, a beaucoup marqué les esprits. Moi, j'ai travaillé dans ma thèse de doctorat sur l'un de ces étudiants, Efraín Huerta, sur ses manuscrits et ses brouillons, et j'ai trouvé énormément de poèmes des Contemporáneos, donc ils ont joué une importance indéniable dans leur formation. Et dans Barandal, on retrouve cette présence très forte. Par exemple, il y a 3 poèmes inédits de Carlos Pellicer,
donc qui est l'un des contemporaneos. On trouve également des passages de Lota de Loco, d'un autre contemporaneo qui est Salvador Novo, ou encore des poèmes de Javier Villarrutia. À son niveau, donc, Barandal a suivi aussi également des revues plus connues, disons, qui vient d'autres pays latino-américains, comme la revue Sur, et également comme la revue espagnole Revista de Occidente. C'était des revues qui arrivaient à Mexico, dans la ville de Mexico, et que les étudiants pouvaient consulter ou acheter. Le dernier numéro présente un chapitre du livre en préparation de Manuel Moreno Sanchez, donc, qui portait sur un peintre mexicain contemporain. Donc Barandal était pensé également comme une manière de s'ouvrir à d'autres arts plastiques que d'autres arts, et donc les arts plastiques. La revue estudiantine rappelle également Revista de Avance, dans sa recherche d'originalité, dans sa volonté de chercher des réponses artistiques au-delà des frontières nationales. Finalement, la conclusion que l'on peut tirer, c'est que Barandal, malgré son apparence nouveauté, se situe dans le sillage des contemporaneos et s'est nourri, effectivement, des revues qui l'ont précédé. Pourtant, et ce qui est un peu finalement paradoxal, c'est que dans le dernier numéro, donc Salvador Toscano, qui est un des fondateurs de la revue, pose un regard distant sur la littérature d'avant-garde et en particulier sur la littérature des contemporaneos. Par exemple, il exprime clairement sa position par rapport à ceci, qu'il n'hésite pas à critiquer et prend pour cible le roman de Gilberto Owen, donc encore un des contemporaneos, qu'il accuse de snobisme. Alors, il faut savoir que les contemporaneos ont connu donc la révolution mexicaine et que volontairement ils se sont détachés en fait de tout intérêt politique, peut-être par traumatisme ou pour éviter justement, qui se sont détachés des aspects politiques et se sont centrés sur la poésie, et donc la poésie qu'ils écrivent, de manière générale, c'est une poésie intimiste, ou qui peut porter sur des émotions, des sentiments, mais qui s'éloigne en fait de toute réalité politique. Et donc c'est la critique un peu que fait Salvador Toscano ici, quand il accuse de snobisme Gilberto Owen. Donc on voit ici que Salvador Toscano cherche en quelque sorte à tuer le père, mais il n'y arrive pas réellement, et il a beau s'affirmer comme faisant partie de l'avant-garde littéraire, on voit que Barandal n'arrive pas à se libérer de ce poids-là. Donc, la question est, après Barandal, que va-t-il se passer ? Barandal donc cesse d'être publié, et la revue qui lui succède, c'est Cuadernos del Valle de México, qui est une revue très éphémère, puisqu'il n'a eu que 2 numéros, en 1933 et en 1934. Alors, on retrouve ici les mêmes protagonistes, ceux de Barandal, Rafael López Malo, Octavio Paz, Salvador Toscano, Enrique Ramírez y Ramírez, José Alvarado. Donc les mêmes que ceux de Barandal, qui cette fois font leurs études à la UNAM pour la plupart. Dans le premier numéro, les contributeurs de la revue donc, sont les seuls fondateurs de cette revue, c'est-à-dire que clairement, ils font leur propre promotion. Alors que dans le second et le dernier numéro, ils ont fait un effort d'ouverture parce qu'on retrouve la présence d'un texte de Rafael Alberti ou un de James Joyce. Dans le premier numéro, le contenu reste assez politique, contrairement à Barandal, puisqu'on a 2 articles sur la Révolution russe. Et dans le deuxième numéro, on retrouve des textes d'Octavio Paz, et Salvador Toscano et Rafael López Malo. Donc après cette éphémère revue, qui cette fois était plus politisée, le groupe d'étudiants va attendre 2 ans avant de retenter l'aventure cette fois, et c'est Rafael Solana qui va prendre les devants et qui va être à l'origine de Taller Poético, donc qui est la revue qui précède Taller, celle d'Octavio Paz. Alors, Taller Poético n'a eu que 4 numéros, donc on voit ici à chaque fois que ce sont des toutes petites revues qui peinent à survivre. Que 4 numéros qui sont parus chacun à plusieurs mois d'intervalle et de manière très irrégulière. Le premier numéro sort en mai 1936, le second en novembre 1936, le troisième en mars 1937
et le dernier plus d'1 an après, en juin 1938. Donc son fondateur, Rafael Solana, donc, a été lui aussi à la Escuela Nacional Preparatoria et a choisi de faire imprimer sa revue par la presse dans l'imprimerie, la petite imprimerie qu'avait Miguel Nicolás Lira, qui est aussi un des étudiants de l'époque, qui avait imprimé lui aussi Barandal. Donc on voit bien que c'est vraiment un groupe d'amis qui fait sa revue. Alors, comme l'indique son nom, Taller Poético donc, ne se consacre qu'à la poésie. Et peut-être que justement cette spécialisation, le fait de ne parler que de poésie, a limité aussi non seulement le nombre de lecteurs, mais aussi la régularité la régularité de la parution des numéros. Alors cette revue a suscité bien peu d'intérêt de la part de la critique, qui a préféré s'arrêter sur Taller. Pourtant, elle n'est pas dénuée d'intérêt, et ce pour 2 raisons. D'abord, tout comme une anthologie, cette revue littéraire constitue une radiographie en fait, des courants et des productions littéraires de l'époque. Pour moi, elle était très intéressante parce que j'ai pu comprendre ce que lisaient les jeunes gens à cette époque-là. Et ensuite, elle est riche d'informations parce qu'elle nous informe sur le contexte culturel des années 30. Alors, dans une revue telle que Taller Poético, qui est une revue de jeunes artistes, qui sont jeunes, ils ont 20 ans, on pourrait s'attendre à un bouillonnement créateur, à une explosion d'idées. Or, il n'en est rien, puisque la revue, en fait, cette revue ne compte pas rompre avec la tradition des contemporaneos, mais au contraire se présente comme une sorte d'hommage aux contemporaneos. Donc c'est assez surprenant puisque, effectivement, après Barandal, on pouvait s'imaginer qu'on allait vers une voie vers la rupture. Or, il n'en est rien. Alors, Salvador Toscano, Rafael Solana, 30 ans après cette aventure de Taller Poético, justement, a continué à affirmer cette volonté de rendre hommage aux contemporaneos. Alors, il nous dit, donc je vais citer en espagnol et vous traduire rapidement après. Il dit, por contraste con todas las revistas anteriores que habían sido agresivas o por lo menos desdeñosas para los poetas maduros, la mía invitaba a todos los ilustres a dictarnos su lección. Donc il nous dit, en contraste avec toutes les revues antérieures qui avaient existé, qui avaient été agressives ou qui avaient été dédaigneuses envers les poètes mûrs, la mienne invitait tous ces poètes illustres à nous dicter sa leçon. Donc il situe clairement le travail des jeunes collaborateurs de la revue dans le sillage de Contemporaneos. Alors, du point de vue du contenu, on peut remarquer effectivement que leur présence est très forte et même beaucoup plus forte que dans Barandal, c'est-à-dire que plusieurs textes des Contemporaneos se trouvent à chaque fois dans les numéros de Taller Poético. Alors qu'on aurait pu attendre des textes des jeunes gens, des fondateurs de Taller Poético. En réalité, il faut expliquer également là le contexte, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, les contemporaneos n'ont plus de revue, ils ont subi des attaques de part et d'autre, en fait, ils ont subi des attaques d'un groupe de nationalistes qui leur reprochaient justement leur manque d'adéquation avec la réalité, et toutes les petites revues que chacun des contemporaneos a essayé de mener à bien ont duré très peu de temps. Celle de Salvador Novo a duré 1 an, par exemple, où ont duré 2 ou 3 numéros. Donc ils ont vraiment beaucoup de mal à diffuser leurs textes, et ils en profitent, ils prennent Taller Poético comme un espace de diffusion. Et quelque part, ils accaparent un peu cette revue pour eux. Donc on a des textes de Carlos Pellicer, Salvador Novo, Enrique González Rojo, donc tous ces contemporaneos. Ce sont des textes souvent inédits, et donc c'est peut-être aussi pour ça que Rafael Solana a accepté de les publier, puisque ça donnait un certain prestige à sa revue. Et il n'empêche que donc d'associer des poèmes dont les renommées ne sont plus à faire avec de jeunes auteurs
qui, eux, avaient déjà commencé à publier leurs œuvres. Octavio Paz avait publié son premier recueil en 1933, Rafael Solana, le sien, en 1934, et Efraín Huerta en 1935. Ils n'avaient plus vraiment besoin, finalement, du prestige des contemporaneos pour pouvoir continuer à publier leurs textes. Donc, on voit ici qu'ils ont beaucoup de difficultés à se sortir de ce poids-là, et on le voit à travers la présence des contemporaneos, mais aussi dans leurs propres textes qui sont dans la revue, puisque ce sont des poèmes qui sont encore très marqués par l'écriture des contemporaneos, avec un discours intimiste ou avec un éloignement de la réalité. Alors, cependant, ce qu'on pourrait noter, c'est que le seul espace de liberté qui leur reste dans cette revue, c'est peut-être dans l'espace des comptes rendus. Et justement, dans l'espace des comptes rendus, on va trouver un article de Efraín Huerta qui revient sur un poème qu'avait publié Octavio Paz au moment donc de la déclaration, au moment de l'explosion de la guerre civile. Donc, il a publié en 1937 un poème No Pasarán, qui avait été fortement critiqué au Mexique. On avait accusé de communisme. Et donc, les contemporaneos en particulier, l'un d'entre eux, Bernardo Ortiz de Montellano, avait critiqué vivement ce poème, et Efraín Huerta, donc, qui est l'un de ces jeunes fondateurs de la revue, s'est empressé de défendre Octavio Paz, en disant justement qu'il s'agissait d'une poésie authentique qui avait des perspectives infinies. Donc on voit qu'ici, à travers les comptes rendus, une faille s'est creusée entre les contemporaneos et cette jeune génération qui va progressivement revendiquer son besoin de créer un lien entre la poésie et la vie, ce que les contemporaneos avaient volontairement effacé dans leurs travaux. Donc la revue Taller Poético aurait disparu parce que Rafael Solana avait beaucoup de difficultés à la publier. Et donc, de concert avec Octavio Paz, il va décider de fonder une nouvelle revue qui, cette fois, ne serait plus seulement consacrée à la poésie, mais serait consacrée à tous les arts. Et donc, il va s'intituler Taller. Alors, dans Taller Poético, donc dans le second numéro, Octavio Paz écrit son article qui est Razón de ser, donc raison d'être, et qui paraît en avril 1939. Et là, on peut considérer que cette raison d'être fait office de déclaration de principe de la revue. Et c'est là où il va expliquer sa vision de la poésie. Il va expliquer qu'il ne cherche pas l'originalité, mais l'authenticité, que la poésie constitue une activité vitale et non un moyen d'expression seul, et qu'elle a pour objectif de changer l'homme et la société. Donc même s'il fait rapidement allusion aux contemporaneos, il est certain donc que la vision qu'ils avaient jusque-là de la poésie va être remise en question pour être définitivement dépassée. Donc en conclusion, je dirais que Taller Poético va manifester une crise finalement qui n'éclate pas, mais elle marque la fin. Elle enterre quelque part, par tout cet hommage qui est rendu aux contemporaneos, elle les enterre pour permettre de donner naissance à un nouveau rapport entre la poésie, entre les lettres et la réalité dans Taller Poético. Donc il était nécessaire, dans Taller. Donc il était nécessaire finalement de terminer cet hommage, enfin c'est l'impression que j'en ai, de terminer cet hommage et de passer à un nouveau cycle à travers Taller. Donc il aura quand même fallu 2 revues pour y arriver, il aura fallu plusieurs années pour arriver à se détacher de ce poids de ces auteurs et pour pouvoir véritablement laisser libre cours à leurs désirs créateurs. Merci beaucoup.